Bonjour Pierre-Augustin. Bonjour. Vous êtes le premier invité de ce nouveau rendez-vous digital T-Palm, le podcast Toi pour la vie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Notre premier sujet, c'est le crédit hypothécaire, diminution des taux, stop ou encore. Avant de répondre à ces questions, est-ce que je peux vous demander une rapide présentation, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Pierre-Augustin, moi, je suis liégeois d'origine. Je suis marié, 3 enfants. Je suis banquier. C'est le seul métier que j'ai fait pendant toute ma carrière. 40 ans de banque, essentiellement dans le crédit. Super. On va aller directement sur les questions. Après une augmentation importante des taux, on constate aujourd'hui une diminution depuis quelques mois. Où en sommes-nous actuellement? Oui, je crois qu'il faut prendre un peu de recul. Je veux dire, on dit une augmentation, une diminution. Si on prend un historique un petit peu, les taux de prêt hypothécaire normaux, c'est 3, 4, 5%. Et puis, on a connu une baisse très forte de taux, mais elle est exceptionnelle. Je crois pas qu'il faut rêver, il faut pas croire qu'on va revenir. Donc, les taux sont tombés à 1%. Je veux dire, celui qui a emprunté, tant mieux pour lui, mais on ne rêve pas, on ne peut pas dire je vais attendre pour emprunter que les taux sont de nouveau à 1%. Et puis les taux ont remonté assez fort parce que l'inflation est montée. Il y a un lien direct entre l'inflation et les taux d'intérêt. La Banque centrale a provoqué cette hausse des taux-là. Et maintenant, on arrive à une sorte de sommet avec une légère baisse. Donc le stop ou encore, probablement oui, mais faiblement, et les taux devraient retrouver une sorte de rythme aux alentours de 3% qui paraît relativement normal par rapport à une inflation qui devrait elle-même être stabilisée. Pour avoir une situation claire, puisque finalement les chiffres parlent beaucoup plus, est-ce que vous avez un exemple ici à nous donner par rapport au taux actuel? Voilà, si j'emprunte autant sur telle durée, voilà ce que ça coûte par mois. Je veux dire, la norme, c'est 20 ans. Prendre le 20 ans comme étant la norme, après, on peut un peu discuter. Si je prends un taux le plus bas aujourd'hui du marché, on sera aux alentours pour 100 000 euros. Vous aurez à peu près 530, 540 euros de mensualité. Si on est dans la fourchette haute, on va se rapprocher de 580 de mensualité, 590. Sur 20 ans. Voilà, sur 20 ans. On peut faire du 25 ans, mais on gagne pas énormément sur la mensualité quand on va à 25 ans, 30 ans ou jamais. Donc voilà. Par rapport au taux, oui, bien sûr, mais ça, c'est une question de négociation et de momentum. Première question d'un follower T-Palm. Quels sont les avantages d'une banque par rapport à un courtier? Alors, je veux dire, si vous-même, vous êtes un petit peu féru en la matière, que vous faites vos calculs, que vous êtes un peu à l'aise dans ces matières-là, vous allez trouver une banque, une deuxième banque, une troisième banque. Bon, après hypothécaire, c'est assez classique, c'est de l'argent que vous prêtez à taux d'intérêt. C'est pas chinois, vous pouvez le faire tout seul. Si vous êtes pas armé par rapport à ça, faites-vous aider. Un courtier va vraiment, lui, qui va très bien connaître le marché, qui va connaître les différentes banques, il va vous aider à gagner, à négocier un taux d'intérêt qui sera plus bas. Or, un taux d'intérêt plus bas, ça se traduit en argent, évidemment. Bien sûr, le courtier va se rémunérer en prenant une petite partie de l'avantage qu'il va vous donner. Mais au moins, vous avez la paix, vous êtes sûr que vous aurez le maximum possible. D'accord. Taux fixe, taux variable. Est-ce qu'il faut plutôt emprunter à taux fixe ou à taux variable? Mon avis. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va dire non, il déraille, mais je veux dire, il faut prendre un taux fixe. Dites-vous bien qu'un taux fixe, c'est magnifique parce que ça veut dire que votre taux ne va jamais augmenter pendant les 20 ans de prêt hypothécaire, alors que votre salaire il va augmenter tous les ans. Donc vous allez vous trouver dans une position de plus en plus confortable. Donc pour moi, il faut prendre. Alors vous pouvez prendre un taux variable. Vous ne connaissez pas le taux que vous allez avoir. Si jamais on a un accident sur les marchés, vous pouvez avoir des taux qui vont monter assez fort. Et en plus de ça, et c'est mon dernier point, en Belgique, il y a une loi qui autorise le remboursement des prêts hypothécaires moyennant une indemnité de 3 mois d'intérêt. Donc c'est une prime auto-fixe. Et si vous avez bien choisi, vous gagnez. Si vous avez mal choisi, vous pouvez revenir en arrière. Est-ce qu'on est obligé d'emprunter dans la banque où on est déjà client? Alors non, vraiment non. Il n'y a vraiment aucune obligation. Dites-vous bien que pour une banque, le prêt hypothécaire est vraiment le produit que l'on préfère. Pourquoi? Mais parce que le client va être fidélisé pendant 20 ans et pendant 20 ans, la banque va pouvoir générer d'autres produits, des assurances, des placements, etc. Donc, je dis que c'est vraiment le produit d'ancrage. Vous pouvez avoir, avec la banque que vous connaissez, meilleures conditions de débat parce qu'elle vous connaît, parce qu'elle a peut-être que la famille, etc. Tout à fait. En fait, chez quelqu'un qui ne connaît pas client, il va faire le maximum pour avoir vous avoir. client qui va vendre. Donc, je dirais, il n'y a qu'une règle, c'est comparer. Comparez, prenez le temps, mais quand même aller demander au moins à 3 banquiers D'accord. une offre de crédit parce que
c'est la règle et tout le monde le fait. Donc. Ok, parfait. Quelles sont les étapes à suivre et les conditions à respecter pour obtenir un prêt pour faire construire et quels sont les délais auxquels il faut s'attendre? Moi, je propose de travailler en 2 étapes. La première étape, c'est d'aller trouver votre banquier quand même pour avoir, même si vous n'avez pas encore le projet, pour avoir une sorte de guide ou de fourchette dans laquelle vous dites qu'est-ce que je peux emprunter parce que je suis en train de discuter. Il faudra vos fiches de salaire parce que c'est l'élément essentiel de la décision de crédit hypothécaire, c'est le salaire. Les banques vont calculer mensualité qui ne peut pas dépasser 30% de votre salaire. C'est ça. 30% du salaire de monsieur plus du salaire de madame plus l'éventuelle prime, c'est vraiment un salaire annuel global que l'on prend en référence. Comptez quand même 1 mois de délai entre le moment où vous avez été trouver votre banquier et le moment où vous avez votre décision. Ok. Vous avez déjà répondu en partie à la question, mais est-ce qu'il y a des documents qu'on peut apporter au premier rendez-vous pour préparer au mieux ce premier rendez-vous, ce premier contact avec la banque? Donc, le premier contact avec la banque, vous venez avec toutes vos fiches de salaire. Je veux dire, et donner les documents, c'est le banquier qui va faire le travail pour vous. Après, évidemment, c'est l'objet qui va financer. Donc, je veux dire, si vous dites à votre banquier, je dis, voilà, je vais acheter une maison, et puis vous venez avec une maison d'1 million, votre banquier sera un peu déstabilisé. Donc, je veux dire, à un moment donné, vous avez envie, vous avez choisi votre maison, vous demandez à projet, je veux dire, au moins un devis, si possible un contrat que vous aurez fait avec la société de construction, ce document qui est indispensable pour avoir une décision crédit. D'accord. Parlons un petit peu chiffres. Comment est déterminé le montant qu'on peut emprunter et surtout quels sont les critères qui vont être pris en compte pour le déterminer? Alors, ça c'est vraiment important parce que on va prendre l'ensemble des revenus des personnes, donc monsieur et madame, je suis tout seul, madame tout seul, enfin bon, ces personnes isolées peuvent avoir un prix aussi, mais enfin, en général c'est un couple. On va prendre le salaire annuel de ces personnes, plus les éventuelles primes 12e, 13e, 14e mois, etc. D'accord. On va globaliser le salaire annuel et on va prendre 30%. Ça, c'est vraiment le critère. Si c'est 31%, on va peut-être le faire, bon, etc. Mais je vois, c'est vraiment le critère qui va permettre à la banque de décider est-ce que le crédit demandé est acceptable en tant que tel, c'est-à-dire est-ce que la personne va savoir le rembourser. Ok. Le TAEG, c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais concrètement, exactement, c'est quoi le TAEG? Le TAEG, c'est le taux d'intérêt auquel, le taux d'intérêt du crédit lui-même, mais à ce crédit, on va ajouter un certain nombre de frais. D'accord. Donc, si j'ai un crédit enfin, j'ai besoin de 250 000 € pour acheter ma maison, eh bien, on va ajouter à ces 250 000 les frais de notaire, les frais de crédit hypothécaire, les frais de dossier de la banque, D'accord. un certain nombre de frais qui vont de toute façon devoir être inclus, je veux dire, dans le prêt. Et on va un peu augmenter alors le taux, puisqu'en fait que vous allez devoir emprunter non pas 250 000, mais disons 260 000, 265 000. C'est ça. On va inclure, je veux dire, ces 15 000 de trop, je veux dire, dans le taux de base. Au niveau des frais associés à la construction, en plus du coût de la construction, bien entendu, comment puis-je inclure ces frais dans mon budget? Donc ça, vous pouvez. Hein. Donc la banque, on est habitué. D'abord, si vous construisez, vous allez payer une TVA de 21%. Cette TVA, elle est incluse dedans. C'est un non-valeur par rapport à la construction, mais c'est pas grave, on est habitué à ça. Donc le budget est un budget de construction, plus la TVA, plus tous les frais annexes dont je viens de parler. Et ça, les banques sont habituées. Et donc, si vous avez les revenus suffisants que pour payer une mensualité sans devoir mettre de fonds propres, la banque le fera bien volontiers. Et si vous avez des revenus qui sont insuffisants, la banque va vous demander des fonds propres qui vont permettre de diminuer le montant du crédit. D'accord. Au niveau des risques potentiels associés à la construction, pour quelqu'un, évidemment, qui n'a pas l'expérience, l'expertise dans le domaine, comment est-ce qu'on peut gérer au mieux ce risque? Je dirais la première chose à faire, c'est faites confiance à une entreprise qui va vous donner une maison clé sur porte. Parce que si vous devez gérer vous-même et que vous n'êtes pas un expert, différents corps de métier pour faire votre maison, vous prenez un risque qui va être multiplié par le nombre d'interlocuteurs. Exact. Vous allez peut-être avoir des problèmes de coordination, des problèmes de délai, des problèmes de malfaçon que vous devez gérer vous-même. Dans une maison clé sur porte, vous payez quand vous avez la raison. Exact. Bon, en plus de ça, et c'est vraiment important, une entreprise de construction doit avoir une garantie, une assurance, et elle doit donner une garantie décennale, c'est une garantie sur le fait que la maison ne va pas avoir des malfaçons, c'est obligatoire. Sinon, elle ne peut pas construire. L'entreprise qui n'a pas son agrégation, elle ne peut pas exercer son activité. Et donc, non seulement la société, je veux dire, sera obligée de réparer, je veux dire, les malfaçons éventuelles, mais si la société est en difficulté ou si elle est en faillite, l'assurance le prendra en charge. Sur ce plan-là, je pense que la loi protège quand même très très fort. Pendant 10 ans, vous êtes assuré que tout sera pris en charge s'il y a des malfaçons.
Ok. Du coup, c'est déjà la dernière question et elle est un peu plus personnelle. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez simplement ajouter à ce qu'on vient d'échanger aujourd'hui? On se pose souvent la question de dire est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois louer. C'est de mon point de vue, de banquier, de mon expérience, il faut toujours acheter. Il faut toujours acheter parce que dites-vous bien que si vous louez, votre loyer sera indexé. Ça veut dire que chaque année, vous aurez un loyer un petit peu plus élevé. Quand vous achetez une maison, construire une maison, dites-vous bien que le prêt hypothécaire, lui, il sera fixe pendant les 20 ans et votre salaire va augmenter. De telle sorte que le salaire va permettre de plus en plus et de plus en plus facilement de payer la mensualité. Donc si vous, après 5 ans, je veux dire, vous avez 3% d'inflation, 15% de salaire en plus, votre mensualité n'aura pas augmenté. Et quand vous allez arriver à l'âge de votre pension, même avant à 50 ans, vous avez payé votre maison, vous allez vous trouver tout à coup en situation, je veux dire, d'avoir une maison, de ne plus avoir de charge de remboursement. Et si je dis, vous allez jusqu'à votre pension, dites-vous bien que votre pension va faire chuter vos revenus. Oui. Bien, il n'y a rien à faire. Si vous avez acheté votre maison et qu'elle est payée, vous aurez votre logement gratuit. Et celui qui n'aura pas de maison et qui va continuer à louer aura de sérieuses difficultés. Donc, dans tous les cas de figure, on peut discuter, je veux dire, sur des modalités, mais dans tous les cas de figure, acheter une maison est pour moi quasi-obligation dans Belgique. Donc, l'un des messages, c'est même si on est jeune et qu'on entre dans la vie active, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent de côté, aller voir les banques, aller créer un premier contact et surtout ne pas s'arrêter à une idée reçue que ce ne sera pas possible. Tout à fait. Il vaut mieux acheter une petite maison et dans 15 ans, la revendre et rester peut-être une plus grosse si la carrière permet que le salaire ait évolué dans le bon sens. Je suis persuadé que c'est vraiment, quand je dis petite maison, ça peut être un appartement. Donc, je suis persuadé que l'achat est quand même toujours rentable. Je l'ai peut-être pas dit dans l'échange. Allez négocier avec les banques. N'hésitez pas à aller faire le tour des banques et d'aller négocier. C'est vraiment important parce que généralement, on ne fait qu'un ou deux prêts hypothécaires. Si vous négociez mal, vous allez le payer pendant 20 ans, alors que c'est la norme. Il ne faut pas être gêné d'aller négocier. Il ne faut pas être gêné d'aller trouver 2-3 banques pour avoir le meilleur prix possible. Ça fait partie de la vie. Et donc, faites-le. Merci Pierre d'avoir participé à ce premier épisode et d'avoir répondu à nos questions et aux questions de nos followers. J'espère que ça vous a plu, l'exercice du podcast. Oui, c'est intéressant et je pense que c'est pertinent comme question. Donc, je crois que maintenant, ce sont jamais que des généralités. Super. Merci encore. Vous qui avez écouté ce podcast, j'espère que ça vous a plu. On va continuer à vous accompagner pour que vous puissiez voir plus clair dans vos projets de construction et de rénovation. Donc, restez connectés à TPALM ici et sur les réseaux. Merci.